Bonjour à toutes et à tous. Je suis Agustin Cedeño, chargé de développement export pour les Amériques et les Caraïbes, rattaché à la direction de l'export de BPI France. J'ai l'honneur de me tenir devant vous pour discuter autour d'un sujet clé qui concerne tout le continent sud-américain et tous les continents latino-américains de façon globale, qui est la progressive baisse des taux d'intérêt en Amérique latine et les implications que cela a sur le secteur privé. Donc, pour cela, nous avons l'honneur de compter sur Julien Marcilly et M. Grégoire Chauvière-Le Drian. Très rapidement, Julien Marcilly, titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Paris-Dauphine et diplômé de l'ESCP Europe, il totalise plus de 15 ans d'expérience en tant qu'économiste travaillant dans le secteur privé, fournissant aux clients des analyses approfondies des risques macroéconomiques, pays et sectoriels. De surcroît, Julien a rejoint le cabinet de conseil Global Sovereign Advisory en 2021 en tant que chef économiste et auparavant, il a travaillé à la COFAS en tant que chef économiste et dirigé une équipe mondiale de spécialistes sur les questions économiques. Il a commencé sa carrière à la Société Générale en 2007 avant de rejoindre une société de gestion d'actifs basée à New York en tant qu'économiste et spécialiste de marchés émergents. Et Grégoire Chauvière-Le Drian, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'École normale supérieure, dirige actuellement le bureau du groupe Banque européenne d'investissement en France. Il a travaillé auprès des vice-présidents français de la Banque européenne d'investissement, dont il a dirigé le cabinet au cours de dernières années. Ancien conseiller développement et commerce extérieur au cabinet de Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères et du développement international, ainsi qu'adjoint du bureau Europe du Trésor. Merci beaucoup à vous deux. Et Julien Marcilly, s'il vous plaît, je vous donne la parole pour commencer et initier cet atelier sur les taux d'intérêt en Amérique latine. Merci Agustine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, le sujet du jour, c'est les taux d'intérêt et les politiques monétaires en Amérique latine. Bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu abstrait, théorique. Donc, on va essayer de le rendre le plus concret possible. Évidemment, c'est important pour toutes les entreprises qui sont sur place, qui exportent, parce que ça détermine les conditions de financement. Et je dirais d'autant plus dans le monde actuel, qui est un monde de taux qui sont déjà élevés. On va basculer sur l'Amérique latine, mais aujourd'hui, si vous êtes aux États-Unis, vous voulez un prêt immobilier, il faut s'endetter à 7 ou 8%. Au Brésil, c'est évidemment à 2 chiffres. Donc ça rend le sujet encore plus sensible pour tous les agents économiques, que ce soit les États, les entreprises et évidemment les ménages. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'avant de basculer très concrètement sur le sujet des politiques monétaires, c'est important quand même de rappeler 2-3 petites choses, 2-3 enjeux actuels économiques qui sont importants pour le monde émergent en général et puis pour l'Amérique latine en particulier. Bon, le premier, en fait, je l'ai déjà fait, c'est le fait qu'on soit dans un monde de dette et de taux élevés. Donc, ce qui rend les choses très sensibles, c'est-à-dire la moindre variation de taux, quand on est évidemment un agent économique très endetté, ça peut faire basculer du bon ou du mauvais côté. Et j'imagine que Grégoire il reviendra avec des exemples un peu plus concrets que les miens. Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième ensuite, c'est que évidemment, en Amérique latine, comme dans beaucoup d'autres régions dans le monde en ce moment, il y a pas mal de risques politiques et pas mal d'incertitudes de ce côté-là. Et les banques centrales, même si elles sont évidemment de plus en plus indépendantes et doivent ne pas faire attention à ce qui se passe du côté de la sphère politique, sont quand même influencées indirectement par tous ces risques politiques. Donc il y en a dans d'autres régions, il y en a eu beaucoup en Afrique cet été, un peu moins en Amérique latine, mais il y a les élections en Argentine qui arrivent. Vous avez tout ce qui s'est passé en Équateur plus tôt dans l'année avec là aussi une élection en cours. Et même sans aller jusqu'à ces cas extrêmes de mouvements de crise politique ouverte ou de mouvements sociaux, on s'aperçoit quand même que ça devient plus difficile pour des gouvernements qui ont formé des coalitions pour mener à bien leur agenda de réforme. Quand on voit des pays comme le Chili, comme la Colombie, on avait beaucoup d'espoir quand ces gouvernements sont arrivés au pouvoir. Et puis l'environnement fait que c'est de plus en plus difficile pour ces gouvernements de mener à bien ces réformes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, celle-là, elle est un peu plus favorable pour l'Amérique latine, c'est qu'on est dans un monde de prix de matières de matières premières qui sont élevés. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que le prix des matières premières élevées, c'est une bonne nouvelle pour l'Amérique latine. Bon, dans les faits, il faut être quand même un tout petit peu plus fin. Vous avez quand même un certain nombre de pays, notamment en Amérique centrale,
comme le Mexique, mais pas que, la République dominicaine, le Costa Rica ou d'autres, qui sont importateurs nets de matières premières. Donc tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés mondiaux, c'est plutôt négatif pour eux. Ensuite, vous avez un deuxième groupe de pays pour lesquels c'est à la fois des risques et des opportunités. Des pays comme le Chili, comme le Pérou, ils sont importateurs nets de pétrole, donc ils subissent la hausse des prix du pétrole, mais de l'autre, ils exportent certaines matières premières, et même s'ils sont pénalisés un peu sur leurs exportations de métaux liées au ralentissement de la Chine, bon, globalement, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Et puis vous avez un troisième groupe de pays, et là évidemment on pourrait citer le Brésil dont il a été question, je crois déjà un peu plus tôt, qui eux sont dans une situation beaucoup plus favorable parce qu'ils exportent des matières premières, un nombre de matières premières plus grand, plus diversifié, et profitent à plein de ces prix élevés sur les marchés agricoles, sur les marchés du pétrole, d'autant plus que les capacités de production, notamment du Brésil, sont en très nette hausse et vont l'être encore davantage dans les années à venir. Donc voilà un peu pour le contexte général. Maintenant peut-être directement sur la question de la politique monétaire. Donc les banques centrales doivent agir dans cet environnement-là qui est avec à la fois des risques et des opportunités. Et donc ce qui est important de souligner, c'est que dans le cas de l'Amérique latine, historiquement, on était, pour caricaturer un peu, mais on était dans des situations où les banques centrales réagissaient à ce qui se passait dans le reste du monde et plus particulièrement ce qui se passait aux États-Unis. Et là, je le dis parce que pour une fois, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que plusieurs banques centrales dans la région ont été plus proactives et ont devancé, il y a 2 ans, les décisions de politique monétaire prises aux États-Unis et en Europe, et ont été beaucoup plus proactives pour augmenter et durcir leur politique monétaire quand les pressions inflationnistes étaient naissantes. Donc le Brésil, par exemple, a commencé à augmenter ses taux 1 an avant la Fed. Pour le Chili, pour le Pérou, c'est 6 mois avant. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en quelque part, ces banques centrales ont gagné le droit de baisser leurs taux avant. Et c'est ce qui se passe. Le Brésil a déjà commencé à baisser ses taux d'intérêt et quelques autres, comme celles que je viens de citer, également. Donc les conditions de financement ont déjà commencé à être moins restreintes dans ces pays-là. Et donc maintenant, la question, c'est jusqu'où on va aller. Et après, je laisserai la parole à Grégoire. Là, évidemment, c'est plus difficile. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que l'inflation a beaucoup baissé dans un certain nombre de ces pays-là, notamment au Brésil, où on est passé très rapidement, l'espace d'1 an, d'un taux d'inflation à 2 chiffres à une inflation basse pour le pays, entre 3 et 4%. Maintenant, on est un tout petit peu supérieur. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre dans ces pays-là pour baisser les taux d'intérêt davantage. Dans d'autres pays, c'est sans doute un peu moins. Mais en tout cas, c'est quand même un environnement qui est globalement assez favorable pour que les banques centrales baissent leurs taux davantage, en tout cas dans un certain nombre de banques centrales. Bon voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été long et je laisse la parole peut-être à Grégoire ensuite. Merci beaucoup Julien. Grégoire, dans quelle mesure les changements, les assouplissements monétaires et le durcissement monétaire constaté il y a quelques années a répercuté le portefeuille de crédit d'une banque comme la Banque européenne d'investissement sur la région d'Amérique latine? Oui, bonjour à toutes et à tous, merci. Justement, c'est comment cette politique monétaire va se traduire dans la politique d'investissement. C'est la question qu'on peut se poser. Là, il y a une vision politique de stratégie monétaire et comment elle va s'observer de notre côté. Alors, pourquoi la BEI est une forme de légitimité aujourd'hui, pas seulement parce qu'on est à côté du campus Europe, mais la BEI, c'est la banque européenne, donc la banque de l'Union européenne, qui investit majoritairement au sein de l'Union européenne, mais qui consacre une partie de son activité au financement de projets à l'extérieur de l'Union européenne, à peu près 10% par an, ce qui correspond environ entre 8 et 10 milliards d'euros d'investissement, principalement l'Afrique, une petite partie l'Asie et l'Amérique latine. Et à ce titre, donc, on investit dans le continent d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, depuis 1993. Donc on a une visibilité, maintenant on a un retour sur notre politique d'investissement de près de 30 ans. Il faut savoir qu'on a investi à peu près, on a financé 150 projets pour plus de 14 milliards d'euros. Donc c'est quand même très important. Et on a pu observer une évolution puisqu'il y a une accélération. Alors sur une thématique importante qui rejoint les problématiques qu'on vient d'évoquer, que Julien évoquait, c'était la question de l'énergie, qui est un point clé dans la politique aujourd'hui d'investissement, qui correspond d'ailleurs à nos stratégies d'investissement, puisque la BEI se veut Banque européenne du climat. Donc nous accompagnons
en Europe et hors dehors d'Europe, la transition énergétique. Et non, on concentre nos investissements sur cette thématique-là. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en 2021, nous avions investi 769 millions d'euros sur le continent. En 2022, on était à 1,7 milliard. Donc on a plus que doublé notre activité. On n'a pas pour autant doublé le nombre de personnes qui suivent les projets en Amérique latine. Donc c'est vraiment la traduction d'un besoin d'investissement public. Et on ne le fait pas tout seul. Ça, c'est un point important. Non seulement parce que dans nos statuts, on ne finance jamais seul des projets, mais parce qu'on a eu le souhait de le faire avec les entités de financement public et privé locales. On le fait avec les banques régionales. On a signé récemment un accord avec Fonds Plata, donc qui représente une banque sur 6 pays d'Amérique latine, de telle manière qu'on puisse ensemble orienter l'investissement public vers des projets à impact positif sur la transition énergétique et donc sur le climat, qui est notre feuille de route. Il y a un point que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'on mène chaque année une étude sur les anticipations d'investissement par les chefs d'entreprise et la perception du changement climatique par les citoyens. C'est une étude qui était menée initialement en Europe et qu'on a souhaité élargir petit à petit à d'autres continents pour avoir des comparables, mais aussi pour voir comment c'était perçu de l'autre côté de nos frontières. Et ce qui est intéressant, il y a un point notable en Amérique latine, c'est que les chefs d'entreprise perçoivent l'impact de leur investissement, je dirais, au-delà de la rentabilité économique qu'ils produisent. Et l'idée que leur investissement en transition énergétique peut avoir un impact positif sur le bien public mondial qui est le climat, la transition énergétique, l'emporte sur le gain futur. Et ça, c'est intéressant parce que on ne retrouve pas forcément ces données-là au sein de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu et il y a toujours une impulsion publique vers de l'investissement, orientée très clairement vers la transition énergétique et donc vers cette autonomie énergétique qui, on l'espère, aura un effet procyclique dans la baisse de l'inflation qu'on constate déjà et donc potentiellement des taux d'intérêt et favorisant ainsi un surcroît d'investissement. Parfait, merci beaucoup. Depuis quelle année vous avez commencé à faire ces... 1993, démarrage des activités de la BUI en Amérique latine. Ok, mais l'étude sur les anticipations d'investissement? En Europe, ça doit faire maintenant 5 ou 6 ans. L'Amérique latine, je crois que c'était la deuxième année que nous menions. Parfait, merci. Excellent, merci beaucoup Grégoire. Excuse-moi, pardon, c'est en open data, je dirais, c'est sur notre site internet. L'ensemble des résultats peuvent se retrouver sur le site. Parfait, merci beaucoup Grégoire des éclaircissements. Je passe à une séance rapidement à quelques questions que j'ai reçues, notamment pour Julien. Historiquement, les politiques monétaires états-uniennes ont des effets sur les politiques monétaires de pays latino-américains. Aujourd'hui, nous constatons un chemin inverse. Qu'est-ce qui différencie cette situation monétaire avec celle d'avant et quelles seraient les contraintes pour les banques centrales latino-américaines si les taux élevés de la Fed se maintiennent? Historiquement, comme je le disais, c'est vrai que dans l'histoire un peu du monde émergent, de l'Amérique latine et des crises émergentes, on avait les banques centrales latino-américaines subissaient un peu ce qui se passait dans le reste du monde et subissaient notamment les variations de taux de change. C'est-à-dire que quand la Réserve fédérale américaine durcissait sa politique monétaire, évidemment, ça générait un écart de taux d'intérêt avec l'Amérique latine et donc des sorties de capitaux d'Amérique latine et des pressions à la baisse sur le taux de change. C'est toujours le cas, mais dans une moindre mesure. Et ça dépend beaucoup des pays. Effectivement, il y a toujours des pays à problème comme l'Argentine qui sont toujours dans ce cercle vicieux entre dépréciation de la devise et inflation. Mais globalement, c'est beaucoup moins le cas. Qu'auparavant. Pourquoi? Parce que depuis une vingtaine d'années, en fait, beaucoup de ces pays, le Brésil, le Chili, le Mexique, ont complètement changé et les banques centrales se sont mises à cibler non plus le taux de change, mais l'inflation. Et on fait preuve de plus en plus de crédibilité, année après année, et ça a fonctionné quand on regarde les performances en matière d'inflation. Au point, comme je le disais, cette fois-ci, d'avoir un cycle qui était presque indépendant de celui de la Réserve fédérale américaine et de commencer à augmenter ses taux avant. Donc le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs catégories de banques centrales et de pays dans la région. Oui. Vous avez les pays qui sont toujours avec leurs vieux problèmes, je citais le cas de l'Argentine. Vous en avez d'autres qui n'ont pas encore réussi à baisser leur taux d'intérêt, comme la Colombie, comme le Mexique,
parce que finalement leur cycle dépend encore beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, pour des raisons commerciales évidentes. Et puis vous en avez d'autres qui ont déjà commencé à pouvoir baisser leur taux d'intérêt. Je citais l'exemple du Brésil qui a déjà baissé de 100 points de base. Quand on regarde les réactions habituelles de la Banque centrale brésilienne, elle pourrait le baisser de 400 points de base supplémentaires dans les 18 mois à venir. Donc ce qui voudrait dire quand même une détente sur les conditions de financement assez significative. Ça voudrait dire de passer de taux d'intérêt entre 12 et 13% à des taux entre 8 et 9%. Donc c'est toujours élevé, mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Bon, une fois qu'on a dit ça, ces banques centrales ne sont pas non plus devenues totalement indépendantes de ce qui se passe dans le reste du monde. Et en l'occurrence, comme vous le disiez, la Réserve fédérale américaine n'augmente plus ses taux, mais il reste à un niveau qui est historiquement élevé pour les États-Unis. Et donc, ce que cherchent en fait les banques centrales sud-américaines, c'est de pouvoir baisser leur taux d'intérêt sans pour autant que ça génère des dépréciations de leur devise. Et donc, elles doivent naviguer un peu entre ces deux écueils. Mais historiquement, quand on regarde à partir de quel niveau d'écart de taux d'intérêt en fait, la devise commence à se déprécier, on voit que pour des pays comme le Mexique, comme le Brésil par exemple, donc pour les principaux pays, il y a encore, comme je le disais, des marges de manœuvre pour que les banques centrales baissent leur taux d'intérêt sans pour autant que ça génère de fortes pressions à la baisse sur leur devise. Mais encore une fois, c'est vraiment le dilemme aujourd'hui, c'est-à-dire les banques centrales doivent naviguer entre ces deux écueils, avoir des taux d'intérêt pas trop élevés, mais pas non plus trop bas, pour que ça génère des pressions à la baisse sur leur devise et donc une réaugmentation de l'inflation. D'autant plus qu'en ce moment, on le voit, les prix du pétrole sont repartis à la hausse et donc vous avez un certain nombre de pays où l'inflation pourrait redémarrer. Et donc ça, évidemment, les banques centrales l'ont aussi en tête. Merci beaucoup. Vous avez évoqué sur l'appréciation monétaire liée à la conjoncture actuelle, donc liée à la hausse de matières premières, dans des pays spécifiques comme le Brésil, comme le Mexique. Mais d'un autre côté, l'Amérique latine a une panoplie des États qui, comme vous l'avez mentionné au début de votre prestation, emportent la plupart de son économie, comme le Costa Rica, voire le Salvador, qui sont des pays très petits avec un potentiel agricole, un potentiel économique assez limité. Jusqu'à quel point cette appréciation monétaire que l'on peut observer dans certains pays va conduire à creuser ces catégories des pays que vous avez cités, donc les pays qui ont plus ou moins un contrôle de l'inflation et d'autres, des pays qui n'ont pas véritablement le même contrôle que le Chili ou le Brésil. Est-ce qu'on a un risque de creuser et diviser les pays d'Amérique latine par catégorie avec la conjoncture actuelle? Je dirais pas plus que d'habitude. Enfin, ces écarts existent déjà. Voilà, entre le Brésil et l'Argentine. Ça fait longtemps que ça existe et c'est toujours le cas. Non, mais je dirais ce qui est à noter en ce moment, c'est évidemment qu'il y a des dynamiques différentes qui résultent de ce qui se passe dans le reste du monde. Et donc, mais par exemple, pour les pays d'Amérique centrale que vous citiez, bon, c'est vrai qu'il y a des facteurs négatifs comme la hausse des prix des matières premières, parce que ça augmente leurs factures importées. Oui. De l'autre côté, il y a aussi un certain nombre de dynamiques plus positives, même si elles vont mettre peut-être un peu plus de temps à se matérialiser. Par exemple, il y a toute une dynamique de régionalisation du commerce qui est de plus en plus visible. Le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis cette année, devant la Chine. Et derrière ça, c'est vrai qu'on observe qu'il y a un certain nombre d'investissements directs étrangers dans des secteurs comme l'électronique, qui sont sortis d'Asie et qui sont venus au Mexique. Alors sur d'autres pays, ça se voit un peu moins, mais par exemple, les États-Unis ont signé aussi des accords commerciaux pour promouvoir ce type d'investissement avec le Costa Rica, avec le Panama. Donc ce qui veut dire que par exemple, dans les mois à venir, dans les années à venir, ça pourrait aussi générer des tendances positives de ce côté-là. Et puis sur les autres un peu facteurs de croissance, un peu les autres nouvelles positives, on citait l'exemple du Brésil, il en a déjà été question, je crois, pendant d'autres tables rondes. Mais c'est vrai qu'on voit des perspectives positives dans de nouvelles filières, notamment le pétrole, avec une augmentation qui est déjà matérialisée, mais qui va encore être de plus en plus visible dans les années à venir. Donc oui, il y a des inégalités entre pays qui sont fortes. Est-ce qu'elles sont plus fortes aujourd'hui qu'avant? Je ne sais pas, parce qu'elles l'ont toujours été. Parfait. Merci beaucoup.
pour Grégoire, une question rapidement sur les implications et les anticipations que la Banque européenne d'investissement a aujourd'hui pour l'Amérique latine. Est-ce que si vous avez une vision en quelques mots à nous partager par rapport aux différentes politiques d'anticipation et des prévisions que la Banque est en train de mettre en place, quelles seraient et envers où serons-nous dirigés? Alors, je me garderais bien d'avoir une anticipation, je dirais presque, mais en même temps, elle est biaisée parce qu'elle va être dans une dynamique peut-être autoréalisatrice, dans le sens où ce qu'on va chercher à encourager, en tout cas, c'est cette indépendance, notamment énergétique, ou en tout cas cette autonomie, pour s'affranchir justement de cette dépendance et de cette fluctuation économique qui a un impact sur la politique monétaire et donc sur la politique d'investissement. Donc, un des points clés, et c'est une stratégie qu'on aura également en Amérique latine, mais également en Afrique, c'est d'encourager la production locale d'énergie, qui est un des points clés, et de ne pas avoir de rupture de chaîne d'approvisionnement. Je pense toutes les matériaux critiques et rares. Je pense que ça, c'est un point important qu'on cherchera aussi à encourager en termes d'investissement au sein des différents pays. Donc, ce qu'on peut imaginer en termes d'anticipation, c'est une économie régionalisée, beaucoup plus, avec des acteurs d'ailleurs de financement régional, tel qu'on essaye de le promouvoir, et avec une forme, je dirais pas d'indépendance, mais au moins d'autonomie énergétique et industrielle. Merci beaucoup. Avant de passer aux séances questions et donner la parole au public, je vais juste lire une question que nous avons reçue depuis notre plateforme digitale. Et c'est une question adressée à tous les deux. Donc pour Julien, tout d'abord, quelle est la place de l'Amérique latine vis-à-vis du reste du monde en matière d'assouplissement monétaire? Et pour Grégoire, quelle est la place de l'Amérique latine dans le portefeuille de la Banque européenne par rapport aux différents projets et chances que vous avez à l'international? Alors peut-être en métrique, je vous disais 1,5 milliard l'année dernière. Nous investissons à peu près 70-75 milliards d'euros par an en Europe et en dehors de l'Europe. Donc si on rapporte ça à l'ensemble de notre bilan, c'est 2 à 3% de notre activité annuelle. Si vous le rapportez à l'activité hors Europe, on est plutôt à 15%. Donc c'est un acteur important, c'est un acteur stratégique, qui est aussi le reflet de l'importance que l'Union européenne accorde à l'Amérique latine dans une relation de géopolitique et d'investissement stratégique. Et lors des 15 dernières années, on peut parler d'une évolution croissante par rapport à... On est en augmentation. Il y a eu un programme particulier de la Commission européenne qu'on met en place, ce qu'on appelle la facilité pour l'Amérique latine, qui vise à accompagner effectivement le développement d'entreprises, le développement du secteur privé sur l'Amérique latine. Donc il y a un tropisme, ou en tout cas un intérêt particulier sur l'Amérique latine. Parfait. Merci beaucoup. Bon, sur la place de l'Amérique latine dans le monde, c'est un vaste sujet, mais la bonne nouvelle, comme on le disait, c'est qu'on est quand même dans un monde là où les matières premières jouent un rôle clé. Et de ce point de vue-là, évidemment, on parlait de régionalisation du commerce, mais on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut imaginer beaucoup d'entreprises, et c'est déjà le cas évidemment, qui sont basées en Amérique latine et qui exportent non pas vers le reste de l'Amérique latine, mais aussi vers le reste du monde. Et notamment quand on fait un bilan de l'année 2022 et 2023, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de pays en Asie, en Afrique notamment, qui sont pénalisés par les ruptures d'approvisionnement en matière de produits agricoles et d'énergie, pour des raisons qu'on connaît, hein, évidemment la guerre en Ukraine, mais d'autres dont on parle un peu moins. Par exemple, toutes les mesures protectionnistes qui ont été décidées par l'Inde en matière d'exportation de riz, ou les problèmes d'exportation aussi en matière de sucre. Ce sont deux problèmes qui sont très criants aujourd'hui pour un certain nombre de pays africains. Et le fait est qu'une économie comme le Brésil peut largement servir d'alternative pour ces pays-là. Et elle commence déjà à le faire. Et donc tout ça pour dire que dans un monde où évidemment la Chine a 1,3 milliard d'habitants à nourrir, l'Inde exporte de plus en plus, produit de plus en plus de matières premières agricoles, mais doit aussi nourrir sa population. Et quand elle a du mal à le faire, elle décide des mesures protectionnistes. Quand la Russie est pénalisée par des sanctions, finalement, il ne reste pas tant que ça de grandes puissances agricoles et qui sont capables d'exporter aussi de l'énergie. Donc le Brésil en est une, l'Argentine aussi dans une moindre mesure. Donc beaucoup de pays dans la région peuvent tirer leur épingle du jeu dans ce domaine-là, justement. Parfait, merci beaucoup Julien. On va passer à la séance questions-réponses. Donc la toute première question, je vous laisse vous présenter rapidement et présenter votre question s'il vous plaît.
Bonjour à tous, bonjour messieurs. Je suis étudiant en tant que chargé d'affaires entreprises et je voulais aborder une petite question avec vous. Au début, vous aviez parlé de la conscience un peu écologique en Amérique latine. Est-ce que selon vous, elle est similaire à celle de l'Europe? Est-ce qu'il y a des cadres légaux qui essayent de faciliter et d'augmenter la conscience écologique des entreprises, etc. en Amérique latine? La spécificité que je mentionnais sur, je dirais, l'utilité marginale de l'investissement, on regarde plus l'impact en termes environnemental que le gain économique, c'est quand même une spécificité en Amérique latine. On n'observe pas tout à fait la même chose sur les autres continents, en particulier européens. En Europe, on a la conscience que c'est important de le faire, mais on va quand même regarder aussi la rentabilité de l'investissement. Il faudra voir dans le long terme si cette donnée, elle est récurrente. Maintenant, comment ça se traduit pour nous? C'est-à-dire qu'on a envie de faire plus à la limite en termes d'investissement. Il y a une dynamique politique, il y a une dynamique, je dirais, une incitation. Réglementairement parlant, l'Europe est plutôt en avance. Il n'y a pas l'équivalent de la taxonomie en Amérique latine, ou en tout cas pas encore l'équivalent. Donc je dirais que ce constat-là ne se fait pas sur la base d'une réglementation équivalente ou supérieure à ce qu'on peut connaître en Europe. C'est aussi le fruit, en tout cas la perception d'une conscience collective d'une importance de cette transition. Juste un petit complément. Alors effectivement, je rejoins, il n'y a pas encore cette réglementation en vigueur, à une exception près, qui est au Chili, où il y a un projet de taxonomie, mais spécifique à un secteur particulier, qui est évidemment le secteur minier, qui est important pour le pays. Donc ça montre bien que oui, effectivement, on n'en est pas exactement au même niveau qu'en Europe, mais comme dans d'autres régions du monde, c'est le cas aussi en Asie du Sud-Est, c'est le cas dans d'autres régions, il y a cette volonté de réglementer, alors avec des cadres réglementaires, des niveaux de réglementation et une vision de la transition énergétique qui est sans doute différent de celui de l'Europe, mais on commence quand même à voir certains débuts dans ce domaine-là. Merci beaucoup. D'autres questions, si vous avez? De mon côté, j'ai encore quelques questions pour cet atelier. C'est une question très large, mais je pense que l'enjeu de la réponse, c'est répondre à travers des exemples précis. Et c'est par rapport à la place de la politique nationale et les effets que la politique a dans les assouplissements ou durcissements monétaires. Donc, je peux faire référence aux élections politiques et de quelle façon une élection peut avoir des effets ipso facto dans le comportement économique d'un pays ou de la région. Et bon, là, on est à l'aube des élections présidentielles au deuxième tour en Équateur, des élections en octobre en Argentine. Donc, en quoi la politique peut avoir un effet direct sur les conditions économiques d'un pays? Ouais, c'est une vaste question, mais bon, il peut y avoir plein d'effets différents. Évidemment, il peut y avoir des effets indirects si la situation politique se détériore, s'il y a des incertitudes et que ça génère une conjoncture plus mauvaise, bah évidemment, ça aura un impact indirect sur la politique de la Banque centrale. Sinon, plus directement, l'impact peut être via le cadre réglementaire. Hein, et évidemment, dans les pays où la Banque centrale n'est pas complètement indépendante, on reste dans une situation où le politique peut avoir un impact sur les décisions de politique monétaire. Mais c'est de moins en moins le cas en Amérique latine. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est très frappant, c'est ce qui s'est passé au Brésil sous le précédent président. C'est-à-dire que tout le monde avait peur justement qu'avec Bolsonaro, il y ait des pressions de plus en plus fortes qui soient exercées sur la Banque centrale. Et in fine, quel a été le résultat? C'est que le Parlement, justement pour contrecarrer ces craintes, avait au contraire décidé de renforcer l'indépendance de la Banque centrale à travers une nouvelle loi. Et donc au final, ça a été le contraire de l'effet qui était initialement anticipé, en tout cas les risques qu'il y avait. Donc encore une fois, la situation est très différente d'un pays à l'autre en Amérique latine, mais globalement, dans beaucoup de pays, c'est quand même des cas d'école de banques centrales qui ont réussi ces 20 dernières années à devenir plus indépendantes et en faisant preuve d'indépendance du politique, à faire preuve aussi de plus en plus de crédibilité dans leur politique. Pour clôturer cet atelier, en quelques mots, je souhaiterais avoir votre avis à propos de l'éventualité d'avoir une monnaie commune en Amérique du Sud.
Donc une des questions qu'on a, quel serait l'impact pour le secteur privé, donc notamment pour une institution financière comme la Banque européenne, si on arrive à avoir une monnaie commune en Amérique du Sud? Et pour vous, en tant qu'économiste, quelle serait votre vision d'une monnaie commune? Donc en 10 secondes, c'est ça? Très bien. En 10 secondes, quand des pays ne commercent pas beaucoup entre eux, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à avoir une monnaie commune. Et malheureusement, à ce stade, l'intégration régionale en Amérique latine, elle reste relativement faible. Donc je dirais que pour moi, ce n'est pas d'actualité. C'est plus de la communication politique, mais ce n'est pas pour demain. Et à moyen terme, on verra peut-être si une intégration plus supérieure se fait, l'exemple européen et la traduction en tout cas, la monnaie était au service du marché unique, et ça, je pense que c'est important, mais on n'y est pas encore. Les bases, les fondamentaux n'y sont pas. Mais effectivement, dans un second temps, ça peut toujours être positif. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous de participer.